Tu es allongé sur un sol de terre froide, pas de lit, pas de nom, juste le poids de ton propre corps et une certitude qui ne fait plus mal car elle a cessé de te surprendre. Ton ventre est de nouveau gonflé. Tu ne sais pas combien de semaines il reste. Tu sais seulement que ce n'est pas la première fois et que ce ne sera pas la dernière. Tu as 17 ans, mais ton corps semble avoir vécu plusieurs vies. C'est ta 4e grossesse en 6 ans. Aucun des enfants que tu as mis au monde n'est resté avec toi. Le premier était un garçon. Tu t'en souviens avec une clarté qui te brûle de l'intérieur. Son visage pressé contre ta poitrine, sa respiration désordonnée, le son qu'il a fait quand ils l'ont arraché de tes bras. Ce son n'est jamais parti. Il revient la nuit, quand le silence devient trop grand. La deuxième était une fille. Elle avait un peu plus d'1 an quand ils l'ont envoyée loin, dans un endroit dont tu comprenais à peine le nom. Il n'y a eu aucune trace d'elle en tant que fille, seulement en tant que marchandise. Le troisième n'a pas vu le jour. Il n'y a pas eu de mots pour l'expliquer, ni d'espace pour le deuil. Le système n'avait pas de langage pour cela. Maintenant, un 4e est en route, et tu sais déjà ce qui va se passer. Non pas parce que quelqu'un te l'a dit, mais parce qu'ici, rien n'est incertain. Tu n'es pas considéré comme une mère. Dans les livres où ton destin est décidé, ton nom n'apparaît pas. Il y a des chiffres, âge, état physique, et un mot écrit d'une encre ferme, comme si c'était une bénédiction alors qu'en réalité, c'est une condamnation. Fertile, c'est la Virginie, année 1842. Et ce qui t'arrive n'est pas enregistré comme un abus, ni comme un crime, ni même comme quelque chose d'exceptionnel. C'est une pratique acceptée, un rouage de plus dans une économie qui se présente comme ordonnée et rationnelle. On appelle cela le croissance naturelle, mais il n'y a rien de naturel dans une vie conçue dès le début pour être exploitée. Pas de hasard, pas de choix, seulement du calcul. Pendant des générations, ce système a appris à parler sa propre langue. Une langue où les corps sont mesurés comme des ressources et les naissances sont enregistrées comme des profits futurs. Une langue où le silence des femmes est confondu avec l'obéissance et leur résistance est effacée des registres. Car les registres ne racontent pas d'histoire, les registres comptent des valeurs. Peut-être te demandes-tu comment il a été possible qu'une nation qui parlait de liberté ait bâti sa richesse sur quelque chose d'aussi méticuleusement déshumanisé. Comment une réalité où la douleur n'avait pas besoin d'être cachée, seulement réorganisée, a été normalisée. La réponse ne se trouve pas chez un seul homme ni dans un seul lieu. Elle se trouve dans une logique partagée, répétée, défendue comme nécessaire. Pendant que tu restes immobile sur la terre, tu comprends quelque chose que personne ne t'a expliqué. Ici, tu n'existes pas en tant que personne. Tu existes en tant que fonction. Comme une pièce remplaçable au sein d'un système qui n'a pas besoin de te voir pour continuer à fonctionner. Et pourtant, ton expérience, ton corps, ta mémoire, tes pertes, soutient tout le reste. Ce n'est pas seulement ton histoire, c'est l'histoire d'un mécanisme qui a transformé l'intimité en industrie et la vie en comptabilité. Un chapitre sombre qui n'apparaît généralement pas dans les livres, mais qui a laissé des traces profondes, invisibles à l'œil nu et toujours présentes. Pour comprendre comment ce système a vu le jour, il faut remonter quelques décennies en arrière et observer ce qui s'est passé lorsque le monde a cru que quelque chose était sur le point de se terminer. En 1808, les États-Unis ont officiellement interdit l'importation de personnes asservies depuis l'Afrique. Dans les discours publics, cela a été présenté comme un geste moral, presque comme une victoire. Beaucoup ont célébré. D'autres ont poussé un soupir de soulagement. On a dit que c'était le début de la fin. Mais l'histoire fonctionne rarement de la manière dont elle est annoncée. L'interdiction n'a pas affaibli l'institution. Elle l'a forcée à s'adapter. Ce qui dépendait auparavant des bateaux et des routes océaniques s'est transformé en un système interne, plus contrôlé, plus efficace et, à bien des égards, plus rentable. Le flux ne s'est pas arrêté, il a simplement changé de direction. Il ne venait plus de l'extérieur. Il naissait désormais à l'intérieur du pays. En même temps, le Sud profond connaissait une transformation économique sans précédent. Le coton était devenu le centre de tout. Une innovation technique a multiplié la production et ouvert des terres qui ne pouvaient auparavant pas être exploitées à grande échelle. Les champs s'étendaient à perte de vue,
et la demande de main-d'œuvre augmentait à un rythme qu'aucun marché traditionnel ne pouvait soutenir. Il fallait des corps, beaucoup de corps, de manière constante. Sans nouvelles importations, le système a trouvé sa solution dans quelque chose qui avait toujours existé, mais qui prenait désormais un nouveau sens, la reproduction forcée. Les États du Haut-Sud, où l'agriculture traditionnelle commençait à perdre de son importance, se sont reconfigurés en centres d'approvisionnement humain, Virginie, Maryland, Kentucky. Des lieux où l'on ne parlait plus seulement de récolte, mais d'augmentation. La logique était froide, mais parfaitement cohérente dans son propre cadre. Chaque naissance représentait une expansion du capital. Chaque enfant était un investissement à long terme. Et chaque femme fertile, une source renouvelable de valeur. Politiciens, législateurs et propriétaires en parlaient sans détour, utilisant le langage de l'économie, comme si cela suffisait à effacer toute trace d'humanité. Elle était défendue comme une nécessité du marché. Elle était justifiée comme une pratique légale. Elle était protégée par l'autorité de l'État. Ce n'était pas un excès caché, mais une stratégie largement connue. Les chiffres circulaient dans les documents officiels, dans les discours législatifs, dans les correspondances privées. Tout était visible, à condition de savoir où regarder. Le plus inquiétant n'est pas seulement que ce système ait existé, mais qu'il ait été accepté comme raisonnable, qu'il soit présenté comme une solution intelligente à un problème logistique, que l'on parle des personnes avec la même distance que l'on parlait des terres ou des outils. La morale n'a pas disparu. Elle a été réorganisée pour servir un objectif plus vaste, la préservation du profit. D'un point de vue actuel, il est difficile d'imaginer comment tant de personnes ont pu cohabiter avec cette réalité sans la remettre ouvertement en question. Mais à l'époque, la légalité fonctionnait comme une anesthésie. Ce qui était permis se confondait avec ce qui était juste, et ce qui était rentable devenait inévitable. Ainsi, tandis que le pays affirmait progresser vers des idéaux plus élevés, une industrie encore plus précise, encore plus silencieuse, se consolidait en ses entrailles. Une industrie qui n'avait pas besoin de navires ni de chaînes visibles, car elle avait appris à opérer au sein des foyers, des corps et du temps lui-même. Et au centre de tout, sans voix dans les débats ni place dans les registres, se trouvaient les femmes. Non pas comme sujet de l'histoire, mais comme le moyen par lequel le système garantissait sa propre continuité. Pour soutenir cette nouvelle logique, le système avait besoin de plus que de lois et de marchés. Il avait besoin de méthodes. Il devait transformer l'imprévisible de la vie humaine en un processus contrôlable. Et c'est ce qu'il a fait. Dans de nombreuses plantations, la reproduction a cessé d'être une conséquence pour devenir un objectif planifié. Rien n'était laissé au hasard. Tout commençait par l'observation. Non pas un regard désinvolte, mais une évaluation. L'âge était la première chose. Plus jeune, mieux c'était. La santé était examinée attentivement. La force du corps, la forme des hanches, la résistance au travail. Chaque trait était interprété comme un indicateur de performance future, comme si le corps pouvait se lire comme un bilan comptable. On ne demandait pas, on n'expliquait pas. Les décisions étaient prises loin de tout consentement. Dans les registres, ces évaluations se réduisaient à de brèves notes, presque techniques. Un numéro, une description physique et une catégorie qui définissait tout le reste. À partir de ce moment, ta vie ne t'appartenait plus, même en apparence. L'étape suivante était l'assignation. Les unions ne répondaient pas à des liens, ni à de l'affection, ni à un choix. C'étaient des appariements décidés selon des critères de taille, de force et de commodité. Des hommes sélectionnés pour leur constitution étaient destinés à remplir une fonction spécifique. On ne leur donnait pas de pouvoir. On leur assignait un rôle au sein d'une machinerie qui n'admettait aucune déviation. Dans certains endroits, cette pratique a été institutionnalisée au point de recevoir un nom propre. On trouve des références à des hommes désignés exclusivement à cette fin, traités de manière légèrement différente, mieux nourris, temporairement éloignés du travail le plus dur. Non pas comme un privilège, mais comme un investissement. Le système prenait soin de ce qui lui était utile. Les femmes, de leur côté, étaient placées dans un espace ambigu, pas complètement séparées du travail, mais pas non plus considérées uniquement comme de la main-d'œuvre. Leur valeur principale résidait dans ce qu'elles pouvaient produire avec le temps. Chaque naissance réussie augmentait leur valeur. Chaque perte était enregistrée comme un échec, jamais comme une tragédie. Dans les plantations où des registres détaillés étaient tenus,
Les naissances y apparaissaient des listées les unes après les autres, sans nom, sans récit, seulement des dates et des quantités. Le langage était le même que celui utilisé pour décrire la reproduction des animaux. Non par ignorance, mais par choix. Les mots sont importants car ils définissent ce qu'il est possible de ressentir. De l'extérieur, cela pouvait sembler un système stable, voire ordonné. Mais de l'intérieur, l'impact était dévastateur. L'identité s'effritait lentement. Être choisi pour ce rôle signifiait être piégé dans un cycle sans issue. Chaque année marquait une nouvelle étape du même processus. Le temps cessait d'avancer. Il ne faisait que se répéter. Psychologiquement, la stratégie était efficace. En réduisant la vie à une fonction, toute notion d'avenir propre était érodée. Il n'y avait pas de plan, pas d'aspiration, pas de possibilité d'imaginer quelque chose de différent. Le corps devenait un territoire occupé. L'esprit apprenait à se déconnecter pour survivre. Le plus perturbant est que ce système n'avait pas besoin de violence constante pour se maintenir. La menace suffisait, la certitude que toute résistance entraînerait des conséquences. L'obéissance n'était pas toujours forcée sur le moment. Elle était cultivée au fil du temps par la fatigue, la répétition et la perte accumulée. Ainsi fut construite une structure où chaque élément savait exactement ce qu'on attendait de lui, même si personne ne le disait à voix haute. Une structure où le silence était aussi important que les ordres, où l'absence de nom facilitait l'oubli. Et dans ce silence, génération après génération, le système s'est perfectionné. Non pas parce qu'il était invisible, mais parce qu'il avait appris à se présenter comme normal. Au fil des ans, le corps commence à enregistrer ce que les registres n'inscrivent jamais. Non pas en chiffres, mais en fatigue. En une lassitude qui ne disparaît pas avec le repos car elle ne provient pas du travail, mais de la répétition. Chaque grossesse ressemble à la précédente, mais aucune n'est identique, car chacune laisse quelque chose derrière elle. Au début, il y a encore des noms, chuchotés, pensés en silence. Mais on apprend vite que nommer fait plus mal, que mettre des mots sur quelqu'un qui ne restera pas est une façon de prolonger la perte. Alors, beaucoup de femmes cessent de le faire. Non par manque d'amour, mais comme une forme de défense. Le système ne contrôle pas seulement les corps. Il apprend aussi à contrôler l'attachement. Les séparations ne sont pas annoncées. Elles arrivent. Un jour, tu reviens des champs et l'espace est vide. Pas d'explication, pas d'adieu. L'absence s'installe comme une présence constante. Et avec le temps, la mémoire commence à s'éroder. Les visages deviennent flous, les sons se confondent. C'est pour beaucoup le moment le plus terrifiant, ne pas se souvenir clairement de ceux qu'on a aimés. Les témoignages recueillis des décennies plus tard parlent de cette sensation avec une précision troublante. Des femmes qui décrivent avoir senti quelque chose s'éteindre en elles. Pas de tristesse, pas de rage. Quelque chose de plus proche d'un vide fonctionnel. Une façon de continuer sans s'effondrer. La psychologie moderne appellerait cela la dissociation. À l'époque, ça n'avait pas de nom. C'était juste nécessaire. Certaines ont raconté comment le corps continuait tandis que l'esprit se retirait. Comment elles avaient appris à ne pas anticiper l'avenir parce que l'avenir se terminait toujours de la même manière. Chaque nouvelle naissance n'apportait pas d'espoir, mais une confirmation. Confirmation que le cycle continuait. Qu'il n'y avait pas d'issue individuelle au sein d'une structure conçue pour se répéter. De l'extérieur, ces femmes étaient vues comme productives, comme fiables, comme des ressources précieuses. De l'intérieur, beaucoup sentaient qu'elles n'habitaient plus leur propre corps, que celui-ci leur avait été confisqué et mis au travail pour d'autres. La douleur ne s'exprimait pas toujours par des larmes. Parfois, elle se manifestait par un silence prolongé, par un regard fixe, par une absence que les autres apprenaient à ignorer. Comparé à ce que nous savons aujourd'hui sur le traumatisme prolongé, le schéma est clair. Lorsque la perte devient constante et qu'il n'y a pas d'espace pour la traiter, l'esprit cherche des raccourcis pour survivre. Des compartiments se ferment, des réponses s'éteignent, non pas parce que le dommage est moindre, mais parce qu'il est trop grand. Ainsi, génération après génération, une blessure invisible s'est accumulée. Une blessure qui n'apparaît ni dans les chiffres, ni dans les discours officiels, mais qui se transmettait par des gestes, des peurs inexplicables, une relation brisée avec son propre corps. Le système n'avait pas besoin de détruire physiquement ces femmes. Il suffisait de les briser de l'intérieur. Et pourtant, même dans cet état, beaucoup continuaient d'attendre quelque chose d'indéfinissable. Pas une liberté immédiate, pas de justice,
quelque chose de plus petit et de plus profond. La possibilité que quelqu'un, un jour, reconnaissent que ce qu'elles avaient vécu n'était ni naturel, ni inévitable, ni acceptable. Tandis que les pertes s'accumulaient en silence, le système continuait de fonctionner avec une précision presque mathématique. Dans des villes comme Richmond, la vie humaine circulait à travers des marchés organisés, visibles, intégrés à l'économie quotidienne. Ce n'étaient pas des espaces cachés ni marginaux, c'étaient des centres actifs où l'avenir de milliers de personnes était négocié sous une logique strictement commerciale. Dans ces lieux, le langage importait autant que l'échange. Les mots adoucissaient ce qui, autrement, aurait été impossible à justifier. Les enfants étaient décrits comme des « augmentations », un terme financier, quelque chose qui croît avec le temps. Les femmes étaient classées selon leur historique reproductif, non pas comme des mères, mais comme des actifs à rendement prouvé. La comptabilité n'enregistrait pas les larmes, seulement les projections. Les naissances devenaient des promesses. Promesses de travail futur, de profits différés, de stabilité pour ceux qui détenaient les droits légaux sur ces corps. Dès qu'un enfant pouvait marcher et obéir à des ordres simples, il commençait à générer de la valeur. Et lorsqu'il atteignait un âge minimal pour survivre à la séparation, il devenait également échangeable. Le système avait appris à calculer même le seuil du déracinement. Les marchés ne faisaient pas de distinction entre les histoires, seulement entre les catégories. Main-d'œuvre, potentiel reproductif, valeur spéciale. Chaque classification répondait à une demande spécifique. Et chaque demande trouvait son offre car elle avait été soigneusement produite. Il ne s'agissait pas d'excès isolés, mais d'une chaîne parfaitement alignée. Certains noms émergent dans les registres comme des exemples notoires de cette logique poussée à l'extrême. Des opérateurs connus, respectés dans leur milieu, qui géraient de grands groupes de femmes selon des critères sélectifs. Ils n'agissaient pas en secret. Leur méthode était d'en commenter, discuter, voire imiter. La légalité non seulement les protégeait, elle les légitimait. Le plus perturbant n'est pas seulement l'échelle, mais la normalité. Ces pratiques coexistaient avec les églises, les écoles et les discours moraux. Elles n'étaient pas perçues comme une contradiction, mais comme une réalité parallèle qui ne méritait pas d'être remise en question. La société avait appris à regarder ailleurs, convaincue que l'ordre dépendait de cette omission. D'un point de vue contemporain, il est évident que ce type de système ne se maintient pas uniquement par la force. Il se maintient parce qu'il parvient à transformer la conscience collective. Parce qu'il rend l'inacceptable routinier, parce qu'il répète un récit jusqu'à ce qu'il ne semble plus étrange. Ainsi, tandis que les chiffres augmentaient et que les échanges se multipliaient, le coût humain restait hors bilan. Non par erreur, mais par conception. La douleur n'était pas une variable pertinente. La perte n'affectait pas le calcul. Et la vie, réduite à son utilité économique, pouvait circuler sans laisser de traces. Ce fut le cœur du marché, un espace où l'humanité se fragmentait en parties mesurables et où chaque transaction renforçait l'idée que tout avait un prix. Même ce qui n'aurait jamais dû en avoir, même au sein d'une structure conçue pour ne laisser aucune place au choix, il y eut des gestes qui ne figuraient pas dans les registres, pas toujours visibles, pas toujours compréhensibles de l'extérieur, mais réels. Des formes de résistance qui ne cherchaient pas à renverser le système, mais à retrouver, ne fût-ce que pour quelques instants, une minimale sensation de contrôle sur sa propre existence. Certaines femmes ont appris d'autres, à voix basse, loin de tout témoin. Des connaissances transmises comme des chuchotements, hérités des générations précédentes. Elles savaient quelles plantes pouvaient altérer le cours d'une grossesse, quelles infusions pouvaient provoquer un retard, une interruption silencieuse. Ce n'était ni ignorance ni superstition. C'était une réponse désespérée face à une vie qui ne leur appartenait pas. Une tentative de dire non quand le langage n'était plus une option. D'autres résistances furent plus subtiles. Refuser de s'attacher, se retirer émotionnellement, bloquer l'accès à tout geste qui pourrait être interprété comme une coopération. Ces formes d'opposition n'apparaissaient pas dans les rapports car elles ne pouvaient être mesurées. Mais elles avaient des conséquences, et le système le savait. C'est pourquoi il réagissait par des avertissements, des châtiments exemplaires, des mécanismes conçus pour décourager toute déviation. Dans certains cas, la résistance a pris des formes qu'il est encore difficile de nommer aujourd'hui. Des décisions extrêmes
nées non de la haine, mais de la peur que le cycle ne se répète sans fin. Des histoires qui ont plus tard inspiré des récits de fiction, car la réalité était trop lourde pour être racontée directement. Non pas comme une justification, mais comme un témoignage de jusqu'où un être humain peut aller lorsque toutes les alternatives ont été annulées. Ces actions ne doivent pas être lues comme des exceptions isolées, mais comme des symptômes d'un système qui poussait les gens jusqu'aux limites de l'imaginable. Lorsque l'autonomie disparaît complètement, la morale cesse d'être une abstraction et devient une urgence immédiate. Il ne s'agit pas de choisir entre le bien et le mal, mais entre le supportable et l'impossible. D'un regard contemporain, ces réponses révèlent quelque chose de fondamental. L'oppression totale n'élimine pas la volonté, elle la déforme. Elle l'oblige à s'exprimer en marge, dans des zones grises où les catégories traditionnelles cessent d'être utiles. Ce qui semblait incompréhensible pour certains était pour ceux qui l'ont vécu la seule façon de préserver quelque chose d'essentiel. Le système, cependant, interprétait ces résistances comme des défaillances techniques, comme des déviations à corriger, jamais comme un signe que quelque chose n'allait profondément pas. La structure ne se remettait pas en question. Elle ajustait ses méthodes, elle affinait le contrôle, elle augmentait la surveillance. Et pourtant, ces fissures ont existé, petites, fragiles, presque invisibles, mais suffisantes pour démontrer que, même dans les conditions les plus restrictives, l'humanité ne disparaît pas complètement. Elle se replie, elle attend. Elle survit de manière qui ne laisse pas toujours de traces, mais qui compte, car chaque geste de résistance, aussi minime fût-il, défiait le récit central du système, que ces personnes n'avaient pas de volonté, qu'elles n'étaient que des fonctions, qu'elles pouvaient être complètement dominées. La réalité, bien que réduite au silence, racontait une autre histoire. Lorsque le système légal qui avait soutenu tout cela commença à s'effondrer, beaucoup pensèrent qu'avec lui viendrait aussi la clôture, que la proclamation de nouvelles lois apporterait justice, reconnaissance, une forme de réparation. Mais ce qui suivit fut quelque chose de différent. Non pas un règlement de compte, mais un silence prolongé. La fin formelle de l'esclavage marqua le début d'une étape inconfortable pour la mémoire collective. Les plantations changèrent de nom, les registres furent archivés, les fortunes accumulées ne se défirent pas, elles furent héritées. Ceux qui avaient rebâti leur richesse à partir de ce système continuèrent d'occuper des postes d'influence, désormais dans une société qui préférait regarder vers l'avenir sans trop examiner le passé. Il n'y eut pas de procès pour ce qui s'était passé, pas de commission pour demander ce qu'il était advenu des femmes, des enfants, des familles séparées. L'histoire officielle avança rapidement, comme si s'arrêter impliquait de reconnaître une dette impossible à honorer. Et dans cette avancée, de nombreuses voix furent laissées pour compte. Pour ceux qui avaient survécu, la liberté ne signifia pas un retour immédiat à ce qui avait été perdu. Elle signifia dans de nombreux cas la possibilité de chercher des noms, chercher des traces, chercher des liens brisés depuis des décennies. Les journaux commencèrent à se remplir de petites annonces, écrites avec une urgence qui traverse le temps. C'étaient des appels simples, presque désespérés, qui tentaient de reconstruire ce que le système avait démantelé. Des mères décrivant de minuscules cicatrices sur le visage d'enfants qui seraient maintenant adultes. Des enfants qui cherchaient des femmes dont ils se rappelaient à peine une voix. Des familles entières essayant de se reconstituer à partir de fragments. Ces recherches n'étaient pas symboliques. C'étaient de véritables tentatives de récupérer une vie interrompue. La plupart n'obtinrent pas de réponse. Les noms avaient été changés, les destins effacés. Les personnes s'étaient déplacées, étaient mortes, ou simplement perdues dans un pays qui ne les reconnut jamais pleinement. Chaque annonce sans réponse était une blessure ouverte, non pas une défaite individuelle, mais le résultat prévisible d'un système qui avait fait de la séparation une pratique courante. Cette période ultérieure ne fut pas une nouvelle page, mais une continuation marquée par l'absence. Le manque de reconnaissance institutionnelle aggrava le préjudice. Sans vérité publique, il n'y eut pas de deuil collectif. Sans deuil, il n'y eut pas de clôture. Seulement une mémoire dispersée, soutenue par ceux qui refusaient d'oublier. D'un point de vue actuel, il est évident que le silence ne fut pas accidentel. Ce fut un choix, une façon de préserver la stabilité en évitant les questions inconfortables. Mais les conséquences de ce choix s'étendirent au-delà d'une génération. Car ce qui n'est pas nommé ne disparaît pas. Cela se transforme en une présence latente,
en une ombre qui réapparaît quand on s'y attend le moins. Ainsi, tandis que le pays reconstruisait son identité, des millions d'histoires restèrent en suspens, attendant d'être entendues, non pas comme des accusations, mais comme des vérités nécessaires. Car comprendre ce qui s'est passé n'est pas un acte de reproche, mais une condition pour comprendre ce qui persiste encore. Au final, tout revient à la même image. Une femme anonyme sur un sol de terre. Non pas parce que c'est une histoire individuelle, mais parce qu'elle en représente des milliers. Des millions. Ce ne fut pas une exception. Ce fut un modèle. Un modèle répété avec précision pendant des générations, jusqu'à ce que la répétition elle-même le rende invisible. En 1860, des millions de personnes étaient soumises à ce système. Seule une fraction était arrivée d'autres continents. Le reste était né là, sur cette même terre qui proclamait la liberté. Né non d'un choix, mais d'une planification. D'un dessein qui a transformé l'intimité en infrastructure et la vie en un chiffre dans une équation économique. Les femmes qui ont rendu cette croissance possible n'ont pas laissé de monument. Il n'y a pas de statue avec leur nom. Il n'y a pas de date gravée dans la pierre qui indique combien d'enfants elles ont perdu ou combien de fois leur corps a été sollicité au-delà de ses limites. Dans les documents, quand elles apparaissent, c'est sous forme de lignes brèves, impersonnelles. Âge, état, capacité, rien de plus. Et pourtant, sans elles, rien de tout cela n'aurait existé. Ni les fortunes, ni les villes, ni l'expansion qui fut ensuite célébrée comme un progrès. Leur absence dans la mémoire officielle n'est pas un accident historique. C'est la conséquence directe d'un système qui avait besoin d'effacer ceux qui le soutenaient, au niveau le plus fondamental. Avec le temps, ces histoires furent reléguées aux marges, réduites à des notes inconfortables ou directement omises. Non pas parce qu'il manquait de preuves, mais parce qu'accepter leur centralité obligeait à remettre en question trop de récits confortables. Il était plus facile de parler de lois et de batailles que de corps utilisés comme outils. Mais les traces demeurent, dans les archives incomplètes, dans les annonces de recherche qui n'ont jamais reçu de réponse, dans les questions qui n'ont pas encore leur place dans les manuels scolaires, et aussi dans les conséquences qui se transmettent de génération en génération, comme des échos qui ne connaissent pas les calendriers. Ce souvenir ne signifie pas s'ancrer dans le passé. Cela signifie reconnaître que ce qui a été construit a laissé des marques profondes, même si elles ne sont pas toujours visibles. Que l'histoire n'avance pas proprement, mais qu'elle accumule des couches de silence. Et que déterrer ces couches n'est pas un acte de culpabilité, mais d'honnêteté. La femme du début a pu survivre. Elle a pu vivre assez longtemps pour entendre que le système avait pris fin, ou peut-être pas. Peut-être est-elle morte sans savoir ce qu'il était advenu de ses enfants. Peut-être a-t-elle cherché pendant des années des noms qui n'existaient plus. Son destin exact importe moins que ce qu'elle représente. Elle, et tant d'autres, n'étaient pas des ombres. C'étaient des personnes. Des personnes dont l'humanité a été systématiquement niée. Et bien que le système qui les a réduites à des fonctions n'existe plus dans sa forme originale, comprendre comment il a opéré reste essentiel. Car les structures qui transforment les êtres humains en ressources ne disparaissent pas sans laisser de traces. Elles changent de forme, elles changent de langage, mais elles conservent la même logique si on ne les reconnaît pas. Ceci n'est pas un récit pour refermer une blessure, mais pour la voir clairement. Pour nommer ce qui a été trop longtemps omis. Pour rappeler que chaque chiffre avait une origine humaine. Et que derrière chaque système, il y a des corps, des mémoires et des vies qui méritent d'être reconnus.